Il ne pouvait absolument pas se sentir. Lorsqu'il s'en fut rendu compte, il poussa un cri aussi épouvantable que si on l'avait brûlé vif. Ce cri fit crouler les murs du salon pourpre, les murailles du château. Il jaillit hors du cœur, franchit les douves et les marais et les déserts, fulgura au-dessus du paysage nocturne de son âme comme une tempête de feu, éclata du fond de sa gorge, parcourut le boyau sinueux et se rua dans le monde extérieur jusqu'au-delà du plateau de Saint-Flour. C'était comme si la montagne criait. Et Grenouille fut réveillé par son propre cri. En se réveillant, il se débattait, comme pour chasser le brouillard sans odeur qui voulait l'étouffer. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h32, et c'est le dernier temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophie du nez. Après la philosophie de l'odorat par Chantal Jacquet lundi, les parfums de Baudelaire, les parfums exotiques de Baudelaire mardi, hier, le nez de Gogol, le nez qui s'autonomise et se promène sur la perspective Nevsky. C'était hier, et bien aujourd'hui c'est du parfum de Patrick Suskind que nous parlons en compagnie de Guillaume Bardet qui enseigne la littérature au lycée La Fontaine à Paris, qui a proposé un excellent commentaire du parfum qu'on trouve aux éditions Ellipse, et en compagnie également de Georges Claes qui nous interprète ce texte en direct. Ce qui est intéressant dans ce texte, Guillaume Bardet, c'est que le drame a lieu, s'exprime de manière orale cette fois-ci. C'est le cri qui pousse. Alors il y a ce cri effectivement, ce cri qui est surhumain presque, et qui va parcourir ces boyaux. On a une nouvelle naissance, on va pas se livrer à une lecture trop épaisse du sujet, mais on voit bien qu'il y a comme une nouvelle naissance, une nouvelle mise au monde ici du personnage. Alors ce qu'on peut rappeler, parce que il y a ce château pourpre, ce salon pourpre, etc. Donc l'idée, c'est, vous le rappeliez, il a choisi le lieu le plus loin de l'humanité, le plus désert, une caverne au plomb du Cantal, au centre, de là où il n'y a personne, et il s'enferme en lui-même. Il va y passer 7 années. Pas tout à fait un hasard non plus, me semble-t-il, que ce soit 7 années, où il va vivre avec ses propres souvenirs d'odeur. Quand il est question des bouteilles qu'il a bues, c'est évidemment une image. De même que ce salon pourpre n'existe pas. Enfin, c'est ce qui s'est construit à l'intérieur, sa citadelle intérieure, où il vit très bien avec lui-même, simplement. Ce qu'on appellerait le solipsisme, en philosophie, l'idée qu'on peut, dans le fond, se replier sur soi, vivre sans les autres, jusqu'au moment où il découvre qu'il vit même pas avec lui, puisque d'une certaine manière, il n'existe pas. Et puis, il y a cette expression aussi qu'il utilise, il ne pouvait absolument pas se sentir. Je suis moi-même pas germaniste, hélas, mais ayant cherché, en allemand c'est comme en français, ne pas sentir quelqu'un, ne pas se sentir, ça a les deux sens. Ça veut dire à la fois ne pas capter l'odeur, mais ça veut dire ne pas pouvoir supporter quelqu'un. Et donc, mais parce que ce qu'on n'a pas dit, on a dit dès le départ qu'il ne sentait rien, mais lui-même ne le savait pas. Et lui-même ne le savait pas. Il découvre à ce moment-là qu'il ne sent rien. Absolument. Le lecteur le savait, puisque très tôt, je l'ai dit, la nourrice le révèle. Mais en revanche, lui n'en a pas conscience. Et c'est pas tout à fait son sujet. Non. On sait, il n'a pas d'odeur. Et de fait, du coup, ça le rend invisible. Tout à l'heure, la jeune fille découvrait brutalement qu'il était là parce qu'il n'existe pas pour les autres non plus, d'une certaine manière. Il n'a pas d'identité, il n'a pas de présence. Et donc cette seconde naissance, à partir du moment où il se rend compte qu'il n'a pas d'odeur, va entraîner une suite assez logique qui est que Grenouille va vouloir se créer un parfum d'homme. Absolument, il va vouloir avoir une identité, alors je dirais une identité d'emprunt, une identité passagère, une identité de confort, on dirait aujourd'hui, qui lui permet effectivement de vivre avec les autres sans être remarqué plus que cela. Parce qu'il a, par ailleurs, il va avoir d'autres projets.
Dites-nous en plus. Justement, ce procès de création d'un parfum qui va le rendre séduisant. Donc c'est plus que d'être identifié et reconnu par les autres, c'est d'être reconnu comme un génie, d'être reconnu véritablement comme un être à part, surnaturel, qu'on ne peut qu'aimer. C'est-à-dire tout le monde doit l'aimer, non seulement le reconnaître comme génie, mais dans le fond, vouloir l'aimer complètement. C'est ça qui est dingue, c'est que ce parfum qu'il crée, ce parfum d'homme, et il nous est décrit, la façon qu'il a de créer ce parfum d'homme. Il est sur la paillasse du laboratoire, il découvre une miette de fromage, grosse comme l'ongle du pouce, et provenant manifestement d'un casse-croûte de Runel, assez ancienne, qui est en train de se décomposer. Puis il trouve aussi, sous le couvercle d'un casque de sardines, dans l'arrière-boutique, il trouve une raclure dans laquelle se mélange de l'œuf pourri, du castoreum. Bref, des mixtures avec une odeur épouvantable. Et sur cette base affreuse, qui sentait moins l'homme que le cadavre, Grenouille mit une couche de senteurs d'huile fraîche, menthe poivrée, lavande, térébenthine, citron vert, eucalyptus, lesquels à leur tour il réfréna, et en même temps déguisa plaisamment sous un bouquet de subtiles huiles florales comme le géranium, la rose, la fleur d'oranger, le jasmin. Toute cette mixture va produire une odeur humaine, mais cette odeur humaine, et là Grenouille va s'en rendre compte dans des circonstances assez particulières, a pour effet direct d'éveiller un sentiment très fort de désir, mais aussi d'amour chez quiconque le sentira. C'est-à-dire que dès lors que Grenouille atteint une odeur vraiment humaine, il déchaîne les passions chez quiconque le sent. Alors, oui, il y a deux choses. C'est-à-dire, d'abord, sur le texte que vous rappeliez, qui est un très beau texte, moi, que je rapprocherais des vanités. C'est-à-dire, dans le fond, c'est aussi une réflexion sur la condition humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Comme le dit le texte, c'est d'abord un cadavre, d'une certaine manière. Et c'est d'abord un cadavre en pourriture, qui est en sursis, en quelque sorte, sur lequel on met des odeurs de vie, plus ou moins séduisantes, plus ou moins mais assez grossières, dans le fond, jusqu'à ce qu'on retrouve cette odeur originelle, qui est celle du cadavre. C'est le premier point que je rappellerai. Le deuxième point, pour cette odeur de séduction, en fait, je crois qu'il se fabrique différentes odeurs selon les besoins. Autrement dit, il peut se mettre un parfum qui le rende, somme toute, assez neutre, où on le remarque à peine. Et puis, il fait l'expérience, c'est vrai, une première expérience d'un parfum de séduction. Et c'est le moment où il va être présenté à l'assemblée scientifique par le marquis de Taillade Espinasse, et où tout le monde va être totalement emballé par cet exposé du marquis. Seul Jean-Baptiste sait que, en fait, c'est son parfum qui fait que tous les êtres là, tous les assistants sont absolument transportés. Ce qui donne lieu à une scène absolument incroyable lorsque, après avoir commis plusieurs meurtres, parce qu'il faut le dire quand même, on a vu qu'il lui fallait tuer pour récupérer un parfum, et bien du coup il va multiplier le nombre de victimes afin d'emmagasiner les parfums les plus subtils possibles. Donc il y a bien un jour où la police remonte jusqu'à lui, et alors qu'il est sur le point d'être exécuté, il s'asperge de parfum, et là il produit une espèce d'orgie bestiale où tout le monde se met à coucher avec tout le monde en fait. C'est ça, dans la bonne ville de Grasse, où les gens vont se réveiller après un peu gênés de découvrir qu'ils ont commis comme ça des actes qu'ils ne soupçonnaient même pas. Ils ont laissé leur désir s'exprimer de manière brutale. C'est aussi cela, Jean-Baptiste, et peut-être ce livre, c'est un révélateur du désir. Ça passe par le parfum, en effet. Ce désir ou l'amour, parce que c'est pas pareil. Il y a vraiment une distinction à faire entre le désir qu'il suscite, la séduction qu'il opère sans le vouloir, et ce sentiment vraiment d'amour qui est le dernier mot du livre. On y Alors on va le voir. Oui, ça demeure assez mystérieux. Effectivement, il y a les deux. Il y a le désir, séduction, le désir même physique, et il y a l'amour, mais le roman, d'une certaine manière aussi, en filigrane, inscrit une réflexion aussi sur Dieu, le diable. On peut le lire aussi comme ça, une créature diabolique, voire une créature qui a à voir avec la divinité, Jean-Baptiste, une sorte d'ange également. Et pourquoi je parle de ça? Parce que cet amour, ce peut être un amour humain, ça peut être aussi un amour transcendant, un amour au-delà de l'humanité. Et c'est ça. Il y a quelque chose de monstrueux, en tout cas, chez Grenouille, ça c'est sûr. Absolument, oui. Monstrueux à tous les sens du terme, mais en même temps humain, probablement. Justement, lui-même n'en revient pas de susciter autant de désir et d'amour chez ses compatriotes, et il se rend compte du pouvoir qu'il a sur eux, et ça nous conduit à la fin du roman, qu'on va entendre dans un instant, mais pour comprendre comment on en arrive à ce dénouement, il y a cette espèce de répulsion très forte de Grenouille qui se rend compte qu'il a atteint, finalement son génie lui a permis d'atteindre une place
particulière dans la société, quasiment celle de Dieu, mais qu'il ne peut pas supporter. Alors là, c'est très subtil parce que on est passé un peu vite, mais c'est pas grave. On est obligé. On est obligé. Mais